Bernard Jamay souhaite consulter les habitants début octobre avec réunions publiques, balades urbaines et sondages, le but étant de dynamiser la ville tout en impliquant les principaux concernés. C'est une information qui me vient du Parisien. Isabelle Mézières, la maire de Versourroise, a été placée en garde à vue pour harcèlement moral. Elle a été entendue vendredi par les gendarmes dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet de Pontoise. Humiliation, mise au placard, problème de notation. Des agents de la ville d'Auvers dénoncent des faits survenus selon eux depuis l'élection à la tête de la municipalité d'Isabelle Mézières qui a succédé en 2014 au socialiste Jean-Pierre Becquet. En tout, une dizaine de plaintes pour harcèlement moral au travail ont été déposées et font l'objet d'investigations. Sur le site Le Bon Coin, une voiture pas comme les autres vient d'être vendue à Daumont. Il s'agit en effet d'une Papa Mobile de 1980. C'est le garage Naël Auto à Daumont, spécialisé dans l'achat-vente de véhicules anciens et de collection, qui a posté cette offre. Malgré ses 38 ans d'âge, la Peugeot 504 affiche seulement 981 km au compteur. Elle a servi au pape Jean-Paul II lors de son voyage en France en juin 1980 et en 1986. Extrêmement rare sur le marché, la Papa Mobile a rapidement trouvé preneur auprès d'un autre garagiste basé en Saône-et-Loire. Nous terminons ce flash avec un festival à Pontoise. Comme chaque année, la Friendstival investit le jardin de la ville pour une journée d'animation pour toute la famille. Expositions et concerts gratuits sont au rendez-vous samedi prochain au Jardin de la Ville à Pontoise. Merci beaucoup Solène, à très vite, à tout à l'heure, midi 10 pour la suite de l'actualité proche de chez vous sur la radio du bien-être, 9h03. Merci d'avoir été avec nous, bravo à tous nos gagnants, encore d'autres cadeaux demain, des rubriques, de l'information, des invités. Vous allez avoir aussi de l'information et des invités dans un instant dans le cadre de l'émission Le Bar de l'économie, présentée par Florence Sueur. Très bonne journée, à demain matin pour la matinale. Tu m'attends 30 secondes. Le bar de l'économie, c'est parti, c'est maintenant. Florence Sueur, bonjour. Bonjour Christophe. Ah non, je croyais que c'était une trop. Restez avec nous, vous allez voir la brosse à dents en dentifrice. Ah oui. Donc là c'est le premier titre, c'est ERA. Ouais, ERA. Ameno. 30 secondes avant de lancer le fiche. Tant que vous connaissez. De toute façon, je ne lance pas tout de suite. Faut vous présenter, moi j'ai le temps. Ouais, vous avez le temps. Ah, très bien. J'avais pas compris. Si, c'est bien. Vous Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, moi je ne voyais pas où vous alliez voir, mais comment ils sont là. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui s'annonce sous le signe du soleil. Alors aujourd'hui, à l'heure où nous voyons les populistes grimper dans les pays d'Europe, nous posons la question, l'Europe peut-elle nous protéger? Une question posée en février dernier à Enghien-les-Bains lors des entretiens européens organisés par la ville d'Enghien. Un document exclusif IDFM, soyez avec nous tout à l'heure. Vous entendrez l'avis de 3 personnalités. Tout d'abord, Jean Guinel, journaliste au magazine Le Point, Léo Michel, non-résidente senior fellow à l'Atlantic Council, chargé des questions de sécurité internationale, et Alain Richard, le sénateur du Val d'Oise, ancien ministre de la Défense. Auparavant, notre start-up du jour, que j'accueille tout de suite, elle est en train de s'installer. Bonjour Mireille. Bonjour Florence, merci pour votre accueil. Vous dirigez la société Luxe Diffusion, qui représente une société japonaise en Europe, en tout cas en France et en Suisse. C'est la société Misoka, l'inventeur en fait de la brosse à dents sans dentifrice. Avec vous, dans quelques minutes, vous allez nous expliquer comment ça se passe et d'où vient cette idée. Ensuite, bien sûr, tout d'abord, nous aurons le débrief sportif de Bruno Vigoureux, car Bruno est déjà avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc, suivez-nous en FM 98.0, par internet idfm.fr ou en direct vidéo sur notre page Facebook pour 90 minutes dans la bonne humeur. Alors tout de suite, eh bien, on part pour le débrief sportif de Bruno. Donc Bruno, que s'est-il passé ce week-end? Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. On les attendait tellement depuis le 15 juillet et ce dimanche après-midi magique où ils sont montés sur le toit du monde. Oui, nos Bleus, nos champions du monde ont fêté hier soir leur retrouvaille avec le supporter.
Il y avait bien eu la descente des Champs-Élysées le lendemain de la finale victorieuse, mais c'était un peu style descente d'un skieur sur une piste, et les fans n'avaient vu qu'un bus qui roulait bien trop rapidement pour en profiter pleinement. Autant la fête avait été gâchée ce jour-là, autant hier soir, elle a été grandiose. Les champions du monde qui recevaient la Hollande dans le cadre de la Ligue des Nations ont plus que savouré. D'abord, ils se sont imposés 2-1. Mais vous voulez que je vous dise? On s'en fout. C'est l'après-match qui a été extraordinaire. Les joueurs ont enfin pu déguster, partager leur joie. C'était enfin l'heure de la communion. Remarquez, c'est plutôt normal pour un dimanche. On a tendance trop facilement à constater quand les choses ne sont pas bien faites. Moi le premier, vous aussi Florence. Mais là, il faut reconnaître qu'il y avait tout sur la pelouse du Stade de France. De la joie, de l'émotion, de l'humour, du pur bonheur en direct. J'ai rarement ressenti une telle union entre l'équipe de France et son public. Une véritable déclaration d'amour. Le gardien et capitaine Hugo Lloris n'a d'ailleurs pas hésité à aller dans les tribunes pour un clapping grandiose. Les joueurs n'arrêtaient pas de danser, pas un spectateur n'allait quitter sa place, pas un joueur ne voulait rentrer au vestiaire. C'était beau, c'était bien, c'était bleu, tout simplement. Et les 2 étoiles, désormais sur le maillot de l'équipe de France, ont scintillé parmi les autres dans cette belle soirée d'un été qui lui aussi prend son temps pour s'étirer. Pendant que les Bleus brandissaient la Coupe du Monde, de l'autre côté de l'Atlantique, Novak Djokovic bataillait en finale de l'US Open contre l'Argentin Juan Martín del Potro. Le Serbe, comme tout au long du tournoi d'ailleurs, s'est montré intraitable, s'imposant en 3-7. C'est son 14e titre du Grand Chelem. À propos de l'US Open, vous avez des nouvelles de Roger Federer, Florence, qui est très proche de lui, comme tout le monde le sait? Mais non, malheureusement. Je vous taquine, bien sûr, car votre Roger s'est incliné dans la semaine en quart de finale face à l'Australien Millman dans la chaleur new-yorkaise. Regagnera-t-il un tournoi du Grand Chelem? Personne ne le sait, en dehors peut-être de vous. On revient en France avec le championnat de France de rugby et la première défaite du Stade français à Clermont samedi. L'équipe parisienne s'est en effet inclinée lourdement, 42-20, et laisse sa place de leader aux Clermontois. Le Racing 92, lui, s'est imposé sans problème en écrasant Agen 59-7. Je voudrais terminer par un double coup de chapeau dans un sport où les Français ne brillent pas trop. Je veux parler du cyclisme. Hier, le meilleur coureur français de la saison, Julien Alaphilippe, a remporté le Tour de Grande-Bretagne. Déjà vainqueur de 2 étapes sur le Tour de France et de la classique Saint-Sébastien, il démontre une fois de plus tout son talent. Et puis, dans le Tour d'Espagne, Thibaut Pinot a remporté une des grandes étapes de montagne. C'est la 4e victoire française dans la Vuelta cette année. Du coup, voilà notre couleur, 7e au classement général, avec à 2 minutes 10 du leader Sam Yates. Voilà, vous savez tout, ou presque. Juste une chose, Florence, vous n'avez pas de nouvelles de Roger Federer? Allez, j'arrête de vous taquiner, au revoir et à bientôt. Au revoir Bruno, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, j'y compte bien. Allez, tout de suite, on part pour une petite pause musicale avant de vous donner le plein d'infos. Je vous propose et le groupe Hera avec leur titre Ameno. Donc là, ça dure combien de temps? Alors là, je suis obligée aujourd'hui de les couper un peu. Ouais, c'est trop long. Parce qu'il faut qu'on ait au moins 10 minutes. J'ai des infos à passer. Et sinon, j'aurai même pas le temps de donner les infos moi, du j'ai jour. l'habitude de parler 2 heures. Hein. Salut Quentin. Salut. Bruno, merci. Oui, à jeudi. Vers 10h. Jeudi, un petit peu avant 10h, je te fais passer. En principe. Pardon. Non, c'est le micro là. C'est pas moi. Pardon, monsieur Micro. Au revoir. Allez, bye. Merci Bruno. Voilà, donc après je donne, du coup je vais donner qu'une seule et grosse info, c'est très important, donc je vais donner que celle-là, et ensuite je vous passe la parole. Si j'ai le temps de donner d'autres infos, je le ferai en fin d'émission, on verra. Je vais voir, enfin en tout cas, parce qu'à 9h30, il faut qu'on passe le premier enregistrement, la première interview. C'est ça que j'ai mis. Je vais couper dans 15 secondes. Ouais, d'accord. Pas de souci. Et après mon info, c'est à vous.
après l'interview, on repassera un autre titre. Et ensuite... Attention. Oui. Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM, bien sûr, sur quelle autre radio. Alors, comme d'habitude, les infos à retenir, eh bien aujourd'hui, je vais vous en dire une parce qu'elle est de taille. Donc, je la mets à l'honneur. Que cache la gestion de la Société du Grand Paris? C'est ce que se demandent les présidents des 7 départements d'Île-de-France. Depuis ce printemps, je vous parle du plus grand projet d'infrastructure français du XXIe siècle, un projet dont la réalisation améliorerait considérablement les conditions quotidiennes de transport des millions de franciliens dont la Société du Grand Paris est en charge. Souvenez-vous, je vous ai indiqué que l'on ne parlait plus du nœud à Pleyel, par exemple, pour désenclaver la ligne H, ni bien sûr de la ligne Roissy-Paris qui est reportée. Eh bien, l'État a annoncé unilatéralement le report pour 2 à 7 ans de la plupart des lignes de ce nouveau système de transport, prétextant bien sûr des raisons financières. Bon, il faut dire que ça coûte très cher. Pour les 7 présidents des départements d'Île-de-France, il s'agit d'un recul majeur, contradictoire avec la volonté affirmée de renforcer l'attractivité internationale de l'Île-de-France. C'est donc un communiqué que nous avons reçu ce week-end. Les raisons financières et techniques, disent-ils, invoquées par l'État pour justifier ce désengagement n'ont jamais été explicitées de façon claire et convaincante, ni à l'opinion, ni aux élus locaux ou nationaux, ni même au conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, pourtant directement responsable du projet. C'est donc ce qu'affirment les présidents des 7 départements d'Île-de-France. Pourtant, la Cour des comptes a d'ailleurs souligné l'importance de ces manquements à la bonne gouvernance et à la transparence. Du coup, vendredi dernier, les 7 présidents des départements d'Île-de-France ont refusé de nommer un nouveau président au conseil de surveillance de la Société du Grand Paris. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'un conseil de surveillance? Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas ce que c'est. Eh bien, une grosse entreprise, ou des banques par exemple, ou une société comme celle du Grand Paris a bien sûr un conseil d'administration, mais au-dessus, il y a un conseil de surveillance qui surveille et qui contrôle ce qui est fait par la gestion en interne. Alors les 7 présidents des départements d'Île-de-France expliquent leur position par le fait que l'État a multiplié depuis le mois de juin des manœuvres, soit disent-ils, pour inventer une candidature à sa convenance en repoussant à plusieurs reprises la réunion du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, démontrant qu'au fond, il veut tout contrôler. Ils estiment qu'il s'agit d'une élection mascarade et mais ils affirment qu'ils seront des administrateurs très vigilants. Patrick Devedjian, d'ailleurs, président du département des Hauts-de-Seine, est intervenu sèchement en déclarant, je cite, « Votre volonté de vous opposer à la candidature d'un président choisi par les élus et les manœuvres qui s'en sont suivies ne facilitent pas le rétablissement d'un climat de confiance. La demande d'audit externe par les élus du conseil de surveillance, ça veut dire donc par les 7 présidents des départements d'Île-de-France, est prévue, mais sera effectuée par un auditeur interne de la Société du Grand Paris. Aussi, dit-il, Patrick Devedjian, c'est une singularité d'imaginer que les contrôlés peuvent choisir leur contrôleur. Les discours sur le conflit d'intérêts restent donc au stade des discours. C'est pourquoi il pose la question à l'État, qu'est-ce que vous avez à cacher ? Sans doute, dit-il, les nombreux dérapages financiers et techniques qui ont été relevés avec sévérité par la Cour des comptes. Il conclut en disant « Si un président du conseil de surveillance est choisi et nommé par l'État, le conseil de surveillance ne peut pas jouer son rôle de contrôle. On peut donc s'interroger. » Voilà, une affaire à suivre. On essaiera d'avoir au micro justement Patrick Devedjian dans les jours qui suivent parce qu'il ne pouvait pas ce matin. Voilà, c'est tout pour les infos pour aujourd'hui. On va faire une nouvelle pause musicale et après on passe la parole tout de suite à notre invité du jour qui va nous présenter la start-up Misoka. C'est Mireille Schneider. À tout à l'heure, Mireille. Bon, les autres infos, c'est pour demain. Voilà. Donc, là, ça dure combien de temps cette chanson-là? 2 minutes. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Bah, c'est bon. On va reprendre à 18, c'est parfait. On a jusqu'à 30. À peu près. Un petit peu avant, il faut reprendre. Bien. Et donc vous enclenchez la vidéo à ce moment-là? C'est déjà en route. Ah, là. Mais les gens ils voient ce qu'on dit. Les gens ils voient, ils entendent ce qu'on dit.
D'accord. Et il voit. Mais pour le sac à main, c'est super en tout cas. Exactement. Ça, c'est vrai que c'est pratique comme brosse à dents. Et puis pour un voyage, de façon Voilà, c'est ça, générale, pour les dans voyages. l'avion, Ouais. il n'y a pas le tube qui coule, qu'on risque de nous piquer à la douane. C'est vrai. Non, c'est surtout les ciseaux qui le piquent. Non, mais les tubes trop gros, ils nous les, Ah oui. ils nous les prennent aussi, hein, finalement. Mais d'ailleurs, les Japonais, ce sont les inventeurs du minimalisme. Tout à fait. Et j'ai vu, moi, dans une boutique d'alimentation, il y avait un espace, évidemment, comme tous les grandes surfaces. Il y avait tout un pan de mur réservé à tous les objets du voyage en petit. Tout à Le fait. dentifrice, tout, il y a Mais, tout en minuscule. alors, en Suisse, Ah, c'est on a ce incroyable. qu'on appelle les to-go. Nous, on n'a pas Donc ça. en fait, on c'est des énormes parois où on va avoir le shampoing, le Voilà. déo, Et ben là aussi, c'est pareil. le démaquillant, même le mascara. Enfin vraiment, dans tous les grands magasins en Suisse, on a les to-go. Voilà. Et d'ailleurs, je vous parlerai de la Mitsuka Voyage. Elle est plus légère qu'un paquet de chewing-gum. Elle a la taille du paquet de chewing-gum. Elle se ferme bien. C'est vrai que c'est idéal. Alors, il y a le côté écologique, mais il y a le côté Pratique. pratique aussi. Il reste 15 secondes. Ok, on y va. Vous avez reconnu Frérot de la Vega avec leur titre Sweet Darling qui nous met, et pourquoi je l'ai choisi, c'est parce que ça nous met en joie dès le lundi matin. Je pensais qu'il y avait du soleil, mais non, on est sous les nuages ici en Ile-de-France, alors un petit titre pour vous apporter du soleil, que vous soyez en voiture ou à votre bureau ou chez vous. Alors Mireille Schneider, eh bien rebonjour. Tout à l'heure en introduction, je disais que vous dirigiez la société Luxe Diffusion. Vous représentez en fait Misoka, une société que j'ai découvert parce que je suis allée au salon Meubles et Objets ce week-end et je vous ai découvert dans ce cadre-là. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir ce matin car vous êtes l'inventeur, enfin Misoka est l'inventeur de la brosse à dents sans dentifrice. Alors si nos auditeurs nous suivent via Facebook, vous pouvez la voir, il y a plusieurs modèles. Alors déjà, expliquez-nous Mireille, qu'est-ce que c'est Enfin, comment ça peut être possible une brosse à dents sans dentifrice? Expliquez-nous. Merci Florence. Alors effectivement, c'est quelque chose de complètement nouveau, très pratique pour les globetrotters que nous sommes de plus en plus, puisque c'est une brosse à dents qui va permettre de voyager sans ce tube de dentifrice qui risque de couler, qu'on va nous confisquer à la douane. Alors, en fait, il suffit de la mouiller dans un verre d'eau et on peut se brosser les dents. Donc, pas besoin non plus de cracher finalement, on peut simplement avaler. La technique, elle est très particulière. En fait, le filament, il est tout simplement chargé avec des minéraux tels que du calcium, du magnésium, du sodium. Et c'est ces minéraux qui vont avec l'eau être actifs et permettre un polissage, un nettoyage de la dent. Donc en fait, il n'y a réellement pas de développement de bactéries puisqu'on va faire en sorte qu'il n'y a pas de calcaire, il n'y a pas de tartre qui va se poser. Vous faites l'essai, vous sentez vraiment vos dents toute lisse, toute douce. Alors Voilà. je suis obligée de la mouiller ou je Oui. peux la mettre dans la bouche sans la mouiller et la mouiller qu'avec ma salive hein? Idéalement, il faut la mouiller. Ça sera aussi beaucoup plus confortable. Elle va glisser beaucoup mieux. D'accord. Donc, on la mouille. Et on se brosse les dents en direct. Voilà. Voilà. Donc Tout simplement. en fait, vous êtes en train de nous dire, alors il y a donc, on va rappeler de quoi sont composées les nanoparticules. Vous avez dit, non, il n'y a pas de fluor, j'ai pas entendu, il y a Non. sodium. Alors, il y a du sodium, du calcium et du magnésium. Voilà, il n'y a pas le fluor. Alors donc, justement, il y a, comme vous dites, il n'y a pas le fluor. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de polémiques concernant le fluor, dont on n'a pas besoin autant. Alors un petit peu, oui, mais pas trop. Il faut savoir aussi pour les enfants, c'est quelque chose qui peut être un bon point, puisque les enfants, ils avalent le dentifrice. Trop de fluor peut vraiment faire des problèmes au niveau neurologique, au niveau psychologique également. Donc, pas de fluor, effectivement. alors donc en fait, comme vous l'avez suggéré, c'est une brosse à dents, un outil, j'allais dire, une brosse à dents très pratique pour, si on travaille, avoir dans son sac à main ou si on est un homme sur soi, parce qu'il y a des modèles tout petits, et puis pour le voyage, parce que ça évite d'emmener finalement du dentifrice, donc c'est vraiment très pratique. Mais alors le design est assez élégant, il faut avouer. D'ailleurs, il y a des brosses à dents donc
Il y a plusieurs gammes. Je vois qu'il y a une gamme pour enfants très très jolie, qui est en forme de personnage avec un petit chapeau à l'asiatique. Et il y a toutes les couleurs en plus pour les enfants, bleu, rose, j'imagine. Exactement. Alors c'est vrai, on est à Maison et Objets. Et la première chose qu'on voit, bien sûr, c'est le look de cette brosse à dents. Le modèle ISM, que j'apprécie effectivement énormément, ressemble un petit peu à de l'eau qui coule. On la tient très très bien en main comme un crayon. Le fait qu'elle soit plus petite, vous l'avez remarqué, est peut-être choquant, mais extraordinaire parce qu'on va pouvoir faire des mouvements beaucoup plus précis et vraiment en rond dans la bouche. Des petits détails, quand vous la posez, je ne sais pas si vous voyez, on va la poser, oui, quand on la elle pose, revient, donc elle revient droite. Alors effectivement, quand on la pose, ça c'est très bien, les poils se remettent vers le ciel, ce qui veut dire que jamais les poils ne touchent, n'a contact avec la matière où elle est posée. Donc ça c'est très pratique, notamment pour les enfants qui posent un peu tout n'importe comment. Et puis alors le design pour les enfants, c'est en forme d'un personnage, c'est la forme d'un être humain, d'un petit japonais, d'un petit bonhomme ou d'une petite bonne femme japonaise. Vous reconnaissez sûrement effectivement le design. C'est une japonaise qui habite à Milan, qui a dessiné pour d'autres marques. Je ne sais pas si je dois les signaler, les autres marques. Ce petit bonhomme très japonais avec le petit chapeau va permettre à l'enfant de ne pas se blesser, de ne pas avaler la brosse à dents. Quand on la pose à plat, pareil, le poil n'est jamais en contact en fait avec la matière où elle est posée. Et on peut enlever le petit chapeau si l'enfant est un peu plus grand pour pouvoir brosser aller plus loin dans sa bouche. Et puis en plus, le packaging est vraiment très beau. On croirait une boîte de poudre finalement ou de parfum comme dans nos sociétés de luxe. On croirait, je ne vais pas citer de nom bien sûr, mais vous voyez tous ce que je veux dire. On croirait qu'on achète du parfum en fait quand on voit cet emballage qui est en carton de forme ronde avec marqué très délicatement Misoka dessus et puis le design de la brosse à dents pour enfants. Je vous assure, c'est très joli. Alors il y a aussi, je vois Mireille, un modèle pour voyage. Alors de quoi se compose-t-il? Le modèle qui est en sachet pour voyage. Effectivement, c'est un modèle qui est tout petit comme un paquet de dentifrice, qui est beaucoup plus léger même qu'un paquet de dentifrice, de chewing-gum, pardon. Avec le mousqueton, on peut l'attacher, et donc on l'ouvre, et on a la longueur pour se brosser les dents. Pour la faire sécher, donc il suffit de la poser comme ceci, elle peut sécher. Il y a un trou dans l'emballage et elle peut rester droite, pour sécher. On a un autre modèle qui est le modèle V. Le modèle V a été conçu en collaboration avec des dentistes. Elle a la petite boîte pour fermer la brosse. La particularité, c'est que les premiers poils sont montés à 45 degrés, ce qui va vraiment permettre ce nettoyage à 45 degrés que préconisent tous les dentistes pour travailler entre les dents. Puis ensuite, c'est bloqué. On a les poils qui sont droits et donc les poils arrière vont vraiment masser la gencive et polir la dent. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vont dire « Ah bah oui, mais moi le dentifrice c'est bien parce que ça me donne la laine fraîche. Comment on fait ?» Vous avez une astuce? Alors là, effectivement, on a une haleine qui est neutre, qui est pure, qui n'est pas couverte avec des odeurs de menthe. Buvez un café après vous être brossé les dents, c'est pas forcément la chose idéale. Moi, j'adore me brosser les dents même avant de manger des sushis ou avant de déguster des bons plats. C'est une autre façon de... Alors, bien sûr, il faut se les brosser après, mais avant, ça peut être intéressant. C'est une habitude, en fait. Les rois de France, c'est vrai qu'ils se parfumaient pour couvrir les mauvaises odeurs. Là, on a quelque chose de pur, de neutre. Maintenant, je vais vous avouer une petite chose. On va sortir chez Misoka quelque chose. Ah, c'est le scoop du jour. Hein. Voilà, le scoop du jour, qui sont des petites pastilles à sucer, qui vont avoir plein d'effets rafraîchissants, mais aussi hydratants, anti-âge, protecteurs. Donc, ça sera la prochaine petite nouveauté. D'accord. Alors, vous distribuez cette brosse à dents depuis quelques mois. Alors, comment est-elle accueillie? Elle est très bien accueillie. Aujourd'hui, c'est vrai que nous vendons surtout dans des boutiques design, des concept stores, puisque nous sommes à Maison et Objets. Mais on a aussi des partenaires tels que des pharmacies, des drogueries de luxe,
des parfumeries, les hôtels, bien entendu, les cliniques dentaires. Donc finalement, tout le monde est intéressé par cette nouvelle brosse à dents. Alors, je reviens sur la technologie, donc qui, je répète, vous nous avez dit, à nanoparticules, donc qui contient des agents de quoi se nettoyer les dents sans dentifrice. Pendant combien de temps on peut utiliser cette brosse à dents sans dentifrice? Alors, si vous utilisez votre brosse à dents 3 fois par jour, je vous conseille effectivement de la changer au bout d'un mois. Et si on l'utilise un petit peu moins, par exemple, mettons que 2 fois, matin et soir, vous pouvez l'utiliser autant une dizaine de jours de plus. Donc en fait, ou alors, si on garde cette brosse à dents que pour les occasions, c'est-à-dire les voyages, on est à son bureau, on a des rendez-vous, on veut se brosser les dents, alors là on peut la faire durer un peu plus. Exactement, c'est vraiment le nombre de fois qui fait que finalement les minéraux vont disparaître. Et puis, alors... comment est venue cette idée de créer ces brosses à dents? Est-ce que vous savez pourquoi ce Japonais a créé cette société? Est-ce que c'était une demande particulière? C'est vrai que les Japonais sont très ouverts à toutes les nouvelles technologies. C'est une technologie qui existe dans d'autres domaines et qui a été aujourd'hui appliquée au grand public et au nettoyage des dents. Alors, dernière question, Mireille Schneider de la société Lux Diffusion. Je rappelle que vous distribuez Misoka, cette nouvelle brosse à dents à nanoparticules donc, qui est utilisable sans dentifrice, occasionnellement ou tous les jours. Elle est valable 1 mois. Combien ça coûte pour les différentes, par exemple pour le modèle pour enfants ou le modèle très design? Alors, comme je disais, il y a une nouvelle technologie et un design très intéressant. On est sur quelque chose de très exclusif et la brosse à dents est plus ou moins 25 €. Autour de 25 €. Voilà, autour de 25 €. Vous la trouvez également sur le site misoka.ch aujourd'hui. Si vous faites un petit message IDFM, vous aurez un petit prix intéressant. Je vous offre un 20%. Ah bah écoutez, alors chers auditeurs, c'est donc un nouveau scoop aujourd'hui. Donc si vous achetez cette brosse à dents Misoka sur le site misoka.ch, si vous donnez la référence IDFM, vous aurez moins 20% sur les brosses à dents que vous allez acheter. Ça vous coûtera donc 20 €. Merci beaucoup Mireille Schneider. Je sais que vous repartez au salon Maison et Objets qui se termine aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation de brosse à dents. On revient tout de suite au bar de l'économie. En attendant, je vous propose Eurythmics avec Sweet Dreams. Merci Mireille d'être venue présenter ça, c'est super. Merci. Je peux essayer? Je peux aller essayer tout de suite? Oui. Allez, attendez. Non, vous voulez que j'en prenne une autre? Oui, je vais vous en prendre une que personne n'a touchée quand même. Ça va? Alors celle-là, elle est encore plus petite. Vous voulez quoi? Non, c'est la même. Ah non, c'est la même. Elle paraît plus petite au niveau de la poignée. Ah non, c'est pareil. Allez, je vais aller voir. Dans l'autre sens, hein? Je vais la tomber dans ta main. Je vous en prie. Je n'ai plus les... Est-ce que je voulais vous poser? Oui. Est-ce qu'il y a différentes qualités de poils? Est-ce qu'on peut avoir des poils plus durs? Non, c'est tous des poils souples. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le poil, il a été coupé en rond dessus. Donc, on ne griffe absolument pas les gencives. C'est vrai que de temps en temps, moi, je me griffe les gencives. Ouais. Il ne faut pas appuyer fort, de façon générale. Ce qui est important, c'est vraiment le massage. C'est pour ça que moi, je la tiens volontiers aussi comme un crayon. Donc, mais donc vous l'utilisez occasionnellement? Oui, moi de façon générale, tous les produits, je pense que d'exagérer dans un sens, c'est pas la solution. L'investisseur, le banquier, il va prendre des actions, des obligations à moyen terme, à long terme, il répartit les risques en fait, c'est ça qui est intéressant. Les poils, ils sont aussi plus larges à la base et plus fins ensuite, donc on a vraiment cet effet pinceau. Donc il reste bien comme ça. Vous voulez essayer? Non. Ah, c'est pas mal. Hein? Pour un brossage occasionnel, c'est bien. C'est vrai qu'après, on sent comme une petite douceur. Oui, c'est tout doux. Mais sur les dents. C'est qu'il y a des fois, vous fassiez un modèle qui est avec des recharges.
Parce que c'est vrai que du coup, c'est. Pourquoi pas? J'imagine que ça s'adresse à des Comment gens ça? qui ont un peu plus de moyens, mais c'est vrai que 20 € tous les mois, si on l'utilise comme brosse à dents. Mais c'est ça, je dis pas tous les jours. Non, mais à mon avis, il ne faut pas Ouais. l'utiliser tous les Mais jours. non, Il faut l'utiliser c'est comme bien de manière On occasionnelle. mange pas que de la salade, on mange aussi des carottes. Voilà. Non, mais je Ouais. veux dire, Ouais, c'est sûr. il faut. Puis alors, il faut quand même du fluor, donc il faut alterner. Non, je pense que c'est la brosse à dents du sac à main, du voyage. Voilà, c'est du voyage, super. du bureau, effectivement, bureau. parce qu'on peut le faire sur sa place de. Non, c'est une bonne idée d'aller dans les hôtels et tout ça, ouais, c'est vrai. Ah bah, magnifique. Bon, Voilà, voilà. merci beaucoup. Mais pas de quoi. Je donne des petits bonbons. Le dernier scoop aussi, je ne sais pas si vous voulez juste un bonbon. Bon, bah, merci. Le prochain produit qui va vraiment sortir aussi, le gros produit, ça va être quelque chose pour les chiens. Une brosse à dents pour les chiens? Non. J'ai demandé à. Mais ça va bien marcher aux États-Unis. Hein. Ça va être bluffant. Ouais. Alors, je ne vais pas pouvoir vous raccompagner à la porte parce qu'il faut que je reprenne le micro dans combien de temps? Et là, il reste 2 minutes, mais vous avez. Non, on va couper. Oui, parce qu'il faut. Donc, quand vous faites ça. Bah, dans 30 secondes, Mireille, moi je reprends l'antenne. Oui. Donc pour partir, Oui, bah, il y a un bouton de déverrouillage de la porte. Donc après les poubelles, vous à droite, donc c'est dans votre dos, vous verrez, il y a un Oui, bouton. ok, Ok. super. Bah, merci d'être venu jusque-là. Au plaisir. Au plaisir. Et puis quand vous voulez Vous revenir, avez mes coordonnées, oui. voilà, quand il y a des nouveautés, vous revenez. Avec plaisir. Quand vous êtes à Paris, bien sûr, vous n'allez pas venir exprès. On trouve toujours des excuses pour venir. Bah oui. Je pose mon bonbon, moi. Allez, on y va. Au revoir Mireille, merci. Moi je vais à Osaka, je vais au Japon. Bonjour, rebonjour, nous revoici sur IDFM, le bar de l'économie. C'était le groupe Eurythmics avec Sweet Dreams. Alors nous venons de vous présenter la brosse à dents Misoka. Je vous rappelle que la société Misoka vous offre moins 20% si vous achetez cette brosse à dents occasionnelle, donc sans dentifrice. Je viens de la tester et c'est vrai, je reconnais que c'est fantastique. Ça laisse des dents toutes douces. Pourtant, je me suis déjà lavé les dents ce matin, bien entendu, après mon petit déjeuner. Donc la société Misoka vous offre moins 20% si vous allez sur le site misoka.ch acheter quelques brosses à dents. Vous nous expliquerez, donnez-nous votre retour d'expérience si vous la testez. Allez tout de suite, je vous ai promis donc un document exclusif IDFM. L'Europe peut-elle nous protéger? L'avis tout de suite de Jean Guinel, spécialiste des questions militaires et de renseignement. Il a été auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Il a été professeur associé à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et il a publié une quinzaine d'ouvrages sur ces thèmes, dont Armes de corruption massive en 2011 ou bien encore Le président et la bombe en 2016 avec Bruno Tertet. Voici donc ce qu'il pense quand on lui pose la question: l'Europe peut-elle nous protéger? Alors là, plus fort pour nos auditeurs, s'il vous plaît, carrément. On peut en espérer, puisque elle n'est pas, on ne peut pas dire que ce soit une idée qui rencontre un succès considérable. C'est-à-dire que c'est des pastilles rafraîchissantes. Elle a une existence formelle, le cadre existe pour qu'elle fonctionne, et force est de constater qu'elle fonctionne par coup, qu'elle peut fonctionner bien brièvement et retomber dans une espèce de torpeur les années suivantes. Et donc on a une actualité, je voudrais me concentrer sur l'aspect actuel et très immédiat des initiatives qui sont prises pour favoriser cette défense qui reste quelque chose en devenir. Et de ce point de vue, on a une initiative française qui s'appelle l'Initiative européenne d'intervention, qui est le grand projet du président Macron pour la défense européenne. Alors, on ne peut certainement pas reprocher à un chef d'État français de prendre une initiative en ce sens. Maintenant, il faut voir ce que ça donnera dans l'avenir. On ne peut pas constater un enthousiasme débordant de la part des partenaires européens. Mais je voudrais quand même faire un petit point là-dessus. Donc, l'initiative européenne d'intervention qui a été présentée à l'automne dernier, ça prévoit que les pays volontaires pour y participer soient en mesure ensemble de préparer une anticipation stratégique, c'est-à-dire d'essayer de voir
Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Pour ça, il faut toujours voir ce qu'il y a derrière les mots. Ça veut dire une capacité d'analyse et de réflexion qui repose pour une part importante sur des moyens de renseignement autonomes de l'Europe. Il faut aussi, dans cette initiative européenne d'intervention, être capable de préparer des scénarios d'intervention pour voir dans quelle mesure les outils de défense dont dispose l'Europe pourraient être en capacité d'intervenir. Troisième élément, le retour d'expérience, l'analyse des expériences passées, et enfin l'appui aux opérations, c'est-à-dire la capacité à soutenir une opération décidée en commun, ou pas d'ailleurs. Ce qu'il faut voir avec ce projet, ce qu'on va voir dans les mois qui viennent, c'est comment la France et l'Allemagne s'y consacrent, ils consacrent une énergie et ont la capacité de convaincre. Ça reposait beaucoup sur une idée franco-allemande, mais on voit que la chancelière allemande est entrée aujourd'hui dans ce qu'on appelle la grosse coalition, la grande coalition, et que le SPD lui impose des règles. On verra dans les jours qui viennent plus précisément, mais il y a eu des accords, et les accords sur les demandes, les exigences du SPD ne vont pas dans le sens d'une capacité militaire européenne-allemande renforcée. On verra le détail plus tard. L'autre point qui, moi, personnellement, comme observateur, me semble important, c'est que lorsque la France, qui va avoir rapidement le plus important budget militaire européen et qui va prendre qui va déployer une capacité militaire au sein de l'Union européenne qui va être unique puisque les Anglais vont s'en retirer, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas intervenir sur la base du coup par coup, mais en tout cas ce ne sera pas à l'intérieur de l'Union européenne. Donc ce que je vois moi comme problème, c'est que ce qui s'est passé, je prends deux exemples qui se sont passés dans les années récentes. Un, l'opération Sangaris en Centrafrique. Deux, l'opération Serval dans le Sahel qui s'est transformée en opération Barkhane. Les Français ont décidé d'intervenir seuls. Ils ont décidé d'y mettre les moyens qui convenaient seuls. Et ensuite, ils ont demandé aux Européens, quand ils avaient pris les décisions, et même qu'ils avaient commencé à intervenir, parce que ce sont des interventions qui se sont décidées rapidement. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ils ont demandé aux Européens de leur fournir des moyens humains et matériels. Ça a été quasiment impossible à obtenir, c'est venu au compte-gouttes et c'est venu très tard. Et la principale critique des Européens consistait à dire vous êtes bien gentils, vous les Français, vous partez à la guerre, vous ne nous demandez rien, et quand vous êtes partis, que vous avez monté l'opération tout seul, que vous la commandez, que vous la menez à votre guise, vous nous demandez de vous aider. C'est pas comme ça que fonctionne une coopération. Donc c'est sûrement un point sur lequel il faudra avoir des précisions, puisque les Français vont avoir du mal à changer d'attitude, alors qu'ils vont avoir le plus gros budget de défense européen, les plus grosses capacités d'intervention extérieure, et surtout la volonté politique de le faire, chose que par exemple les Allemands n'ont pas. Résultat, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au bout de 5 ans, sur l'opération Barkhane, qui est engagée depuis 5 ans, on voit que les Britanniques fournissent 2 gros hélicoptères, que les Belges en fournissent 2 autres, que les Allemands ont fourni des moyens, les Néerlandais aussi, que l'Union européenne a lancé des formations militaires pour divers pays dans la région, et surtout pour le Mali. Mais on voit bien que ça fonctionne pas, ça grippe, c'est pas harmonieux, et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Est-ce que ça ira mieux dans l'avenir grâce à l'intervention, à l'initiative du président Macron? Nous verrons bien. L'autre point que je voudrais souligner, c'est que le 13 novembre dernier, il y a eu 25 États qui ont signé, 25 États européens sur 28 qui ont signé une lettre d'intention pour participer à la coopération structurée permanente, ce qui s'appelle la coopération structurée permanente, pour développer des projets en faveur de la défense européenne. On voit que ça laboure, ça rame. Est-ce que ça va déboucher? On ne sait pas. Je vais vous donner 3 exemples, ou 4 ou 5, qui montrent à quel point ça va être difficile. La Suède signe la lettre d'intention
sur cette volonté de développer des capacités européennes de défense. La Suède, il se trouve que la Suède se dote actuellement d'une très grosse capacité anti-aérienne et anti-missile parce qu'elle estime que il y a des velléités agressives de la part de la Russie. Contexte géostratégique, qui est son analyse, c'est son affaire souveraine, voilà. Donc elle décide d'acheter pour des sommes considérables, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est 20 milliards d'euros, ou un peu moins, je n'ai plus le chiffre en tête, n'y faites pas attention, mais ça se vérifie facilement, des capacités anti-missiles et anti-aériennes très importantes. Elle sollicite des industriels, et d'abord, elle sollicite un industriel européen qui est MBDA, qui fournit un missile qui répond parfaitement à cette mission, qui s'appelle le SAMP-T. C'est un peu technique, mais voilà. Et puis elle sollicite des Américains pour le missile Patriot. Eh bien, quelques jours après avoir signé la lettre d'intention sur la défense européenne, elle achète les missiles américains. Alors que c'était l'un des plus gros marchés qui aurait permis de développer, de renforcer une capacité européenne industrielle de défense tout à fait significative. Autre exemple, la Pologne. La Pologne signe son entrée dans l'Union européenne, demande des prêts pour ses équipements militaires, et avec l'argent qu'elle obtient pour prix de son entrée dans la communauté et pour prix de sa solidarité avec l'Union européenne, elle commence par renoncer à acheter des avions de combat européens, en l'occurrence des avions français, des Mirage 2000, et elle achète des F-16 américains. Quelques années après, beaucoup plus récemment, le Eurocopter obtient un très gros marché d'hélicoptères pour les forces de manœuvre polonaises, et le gouvernement change, il annule le contrat et il prend des hélicoptères américains. Et il y a eu aussi des problèmes sur les missiles. Et je voudrais enfin, juste, c'est des exemples parmi d'autres, je voudrais enfin souligner l'affaire du F-35. Vous avez plusieurs pays européens, et non des moindres, parce que c'est eux qui ont des grosses capacités de financement, qui sont le Danemark, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et peut-être bientôt la Belgique, qui doivent se rééquiper en avions de combat modernes, et qui ont donc sur le marché plusieurs modèles européens, notamment le Rafale et notamment l'Eurofighter, et qui décident d'acheter le F-35 américain, le grand concurrent de ces avions-là. Pourquoi? Ben parce que c'est des pays... On n'achète pas des armes quand on achète des cacahuètes, on achète des armes parce que on veut souligner une solidarité stratégique, on veut souligner un accord sur les principes de défense, et on achète aussi la solidarité d'un État qui vous fournit les armements. Eh bien, tous ces pays-là, de toute évidence, font la preuve, par leur choix politique, font la preuve qu'ils accordent plus d'importance et qu'ils font plus confiance à une solidarité stratégique avec les États-Unis plutôt qu'à une solidarité stratégique avec les autres pays européens ou avec l'Union européenne. Ce sont des faits, ça. Est-ce qu'il va être possible de renverser cette vapeur-là? Eh bien, ça dure depuis des décennies, ça dure depuis les avions qu'il faut remplacer en Europe. Il y en a, je crois qu'il y en a 400, c'est quand même pas rien. Il s'agit de remplacer des avions F-16 américains qui avaient été achetés dans les années 70. Eh bien, on voit bien que depuis 30 ans ou 40 ans, la situation n'a pas changé. Dans les années 70, il y avait aussi des capacités européennes d'avions de combat qu'il aurait été possible d'acquérir. Eh bien, les choix avaient déjà été faits d'acheter des avions américains. Donc, ça ne change pas. Est-ce que le président Macron, on voit son énergie, on voit l'engouement qu'il suscite partout en Europe, est-ce qu'avec son énergie, ses capacités, l'affichage de la volonté française en matière de défense, est-ce qu'il va être capable de remplacer ça? Eh bien, nous le verrons dans les mois et dans les années qui viennent. Pour ne pas donner l'impression d'être pessimiste, je voudrais souligner quand même qu'il y a de vrais programmes et de vrais projets en Europe qui associent les différentes capacités des différents pays. Je voudrais signer par exemple l'hélicoptère Tigre, l'hélicoptère NH90, les frégates, beaucoup de programmes comme ça fonctionnent avec des capacités européennes, mais c'est jamais très simple.
On a l'exemple avec l'avion Airbus A400M, dans lequel auxquels les différents clients européens ont imposé des normes nationales qu'ils ont voulu. C'est l'un des problèmes les récurrents des grands programmes en coopération. Chacun veut bien coopérer avec les autres à condition que le projet soit exactement celui qu'il aurait fait tout seul. Donc l'A400M est une accumulation d'exigences des différents pays. C'est ce qu'on appelle communément une usine à gaz, et c'est pour ça que ça marche extrêmement mal. Cet avion est trop compliqué pour fonctionner bien, et il est dans les plus grandes difficultés à cause de ça. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a des projets qui fonctionnent. Un projet qui fonctionne bien, c'est en matière de renseignement spatial entre la France et l'Allemagne, ça marche très très bien. Et pour la première fois, les Allemands vont participer à un projet français, techniquement français, en le finançant partiellement. C'est le projet MUSIS, d'observation de la Terre dans le spectre visible. C'est-à-dire les Français ont la capacité, se sont concentrés sur la capacité technique d'observer la Terre depuis l'espace. Un tout petit peu pour présenter dans le spectre visible, c'est-à-dire dans la lumière naturelle et puis dans l'infrarouge proche. Quand les Allemands se sont spécialisés dans le segment radar, c'est-à-dire ils ont une constellation de satellites radar, et chaque pays fournit à l'autre les images qu'il obtient. Donc ça, c'est une coopération très intelligente qui fonctionne bien et depuis longtemps. On a des projets, trois gros projets qui sont en cours de discussion en ce moment. Il y a le successeur de Charles Leclerc, essentiellement entre la France et l'Allemagne. Il y a un avion de patrouille maritime pour succéder à l'Atlantique, aussi entre la France et l'Allemagne. Et là, est-ce que ce sera un avion piloté, est-ce que ce sera un drone? Le chantier est ouvert. Et puis, il y a aussi un gros chantier sur un drone mâle, donc moyenne altitude de grande endurance, entre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Alors celui-là, s'il vole un jour, ce sera 30 ou 40 ans après les modèles israéliens et américains, mais ce sera peut-être possible que ça fonctionne. Voilà, j'ai brossé en quelques mots la manière dont personnellement je vois les choses. Donc, je suis un Européen tout à fait convaincu. Et pour reprendre la formule du président Reagan quand il parlait des Russes, c'est « trust but verify », c'est-à-dire j'ai confiance, mais j'ai envie d'avoir des preuves. Merci beaucoup Jean Guinel. Je rappelle que nous posons la question aujourd'hui, c'est un document exclusif IDFM. Nous posons la question, l'Europe peut-elle nous protéger? Question qui a été posée en février à Enghien-les-Bains lors des entretiens européens. Donc le second invité à qui nous avons posé la question, c'est Léo Michel, qui est Non-Resident Senior Fellow à l'Atlantic Council, chargé des questions de sécurité internationale. Il était américain, il a demandé la nationalité française, je crois. Voici ce qu'il en pense. Je représente un peu cette relation spéciale entre la France et les États-Unis. Mon père était français, il est né à Paris, a grandi à Paris, il a même fait son service militaire dans votre armée, sur la ligne Maginot, avant d'épouser une américaine d'origine russe et d'émigrer aux États-Unis. Je veux revenir un peu dans l'histoire, et je profite aussi de la présence du ministre Alain Richard, parce qu'il était là en ce moment. En octobre 2000, j'ai accompagné le secrétaire à la Défense, William Cohen, à la réunion ministérielle de l'OTAN qui a lieu à Birmingham. J'étais à l'époque son directeur pour la politique de l'OTAN au Pentagone, où nous suivions de près l'émergence d'une Europe de la défense sous l'égide de l'Union européenne. Et j'ai été l'auteur principal de l'intervention de M. Cohen. Son objectif était de tourner la page, d'en finir avec le ton plutôt négatif, sinon amer, adopté par Washington vis-à-vis de la déclaration de Saint-Malo, une déclaration franco-britannique en 1998, dont le concept d'une Europe, et je cite la déclaration, avec une capacité d'action autonome, appuyée sur des forces militaires crédibles, a été accepté l'année suivante par tous les États membres de l'Union.
Alors, à la grande surprise d'autres ministres, M. Cohen proposait une vision enfin très positive de la nouvelle politique de sécurité et de défense européenne, ce qui était à l'époque la PESD, tout en soulignant le besoin d'une relation étroite, coopérative, cohérente et transparente entre l'Union et l'OTAN. Malheureusement, avec l'arrivée de l'administration de George W. Bush 3 mois plus tard et l'installation surtout de Donald Rumsfeld au Pentagone, l'attitude américaine envers la PESD oscillait entre scepticisme, je dirais, et indifférence. Mais en 2003, elle passait à une hostilité à peine voilée, due en partie aux critiques françaises, allemandes et belges à propos de l'invasion de l'Irak. Et je vais demander à M. Kevin de montrer un exemple concret, un diapositive. Alors c'est un court mémo en anglais. On voyait, c'est la copie en fait qui vient des archives. Pour ceux qui sont loin dans la salle, je vais vous donner en traduction les 2 phrases essentielles. Il est évident, écrit le secrétaire de la Défense au président, il est évident que la France cherche à détruire l'OTAN en faveur de l'Union européenne. La France essaie de définir son rôle dans le monde en s'opposant à presque toute proposition faite par les États-Unis. Fin de citation. Monsieur Rumsfeld avait peut-être ses raisons, que la raison ne connaît pas. Franchement, ce qu'il disait, c'était une bêtise en ce moment, et c'est encore plus ridicule et en prise en compte ce que vous venez de mentionner, la coopération qui existe aujourd'hui. Et je vais y revenir. Mais hélas, l'attitude américaine vis-à-vis de la défense européenne est d'en rester au point mort pendant presque 5 ans. Et il a fallu attendre jusqu'en 2008 pour que l'administration Bush reconnaisse publiquement l'initiative de la PESD. Avec l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche en 2009, Washington, je suis heureux de vous dire, a vite repris la logique avancée par M. Cohen 10 ans plus tôt. Et pendant les 2 mandats du président démocrate, les États-Unis ont soutenu une relation pragmatique entre l'OTAN et l'Union européenne, dont les contacts formels et informels se sont multipliés et approfondis. En plus, Washington a fait ses premiers pas, modestes mais importants, pour ajouter une 3e dimension, c'est-à-dire un canal États-Unis-Union européenne à nos relations de défense avec l'Europe. Donc, on arrive éventuellement à une sorte de rubrique. On change les dimensions, les formules, selon les nécessités. Les preuves, suite à un accord signé en 2011, la participation d'experts civils américains, dont des fonctionnaires de carrière du gouvernement, a été autorisée au cas par cas dans le cadre d'opérations de gestion de crise de l'Union. Un accord signé en 2015 entre le commandement des forces américaines en Europe, ce que nous Américains appellent EUCOM, et l'état-major de l'Union autorise le partage d'informations et le soutien logistique mutuel. Un 3e accord, signé en 2016 par les États-Unis et l'Union, élargit le champ de la coopération dans le domaine de la logistique, quelque chose de très utile pour les opérations européennes, surtout en Afrique. En même temps, des contacts informels prenaient forme entre le commandement américain pour l'Afrique, ce qu'on appelle AFRICOM, l'état-major militaire de l'Union, et les commandants opérationnels de l'Union en Afrique. Alors,
où en est-on aujourd'hui? Une bonne nouvelle, le Pentagone joue la continuité et soutient toutes sortes de mesures mises en place par l'administration précédente, y rajoutant quelques-uns. Par exemple, il veut une coopération étroite entre l'Union et l'OTAN pour améliorer la mobilité militaire à travers les frontières européennes. Une idée avancée en parallèle par certains gouvernements au sein de l'Union. Le Pentagone serait aussi d'accord pour recevoir des officiers de liaison de l'Union aux quartiers généraux de l'Africam en Europe et à Djibouti. Alors, cela dit, l'OTAN reste et restera, je crois, le principal mécanisme pour l'engagement politico-militaire et militaire des États-Unis en Europe. Le document de synthèse de la stratégie nationale de défense, c'est un document comme ça. Le document de synthèse, parce que c'est non classé, et c'est disponible sur le web. Le document entier, qui est plus détaillé, est classé. Et c'était le Congrès qui a voulu un document classé cette année. Mais ce document publié par le Pentagone le mois dernier met un accent très fort sur les alliances et sur la diplomatie. Au lieu du mantra de l'Amérique d'abord, America First, si cher au président et ses plus fidèles. Cette phrase, America First, ne paraît nulle part dans ce document. Au contraire, le Pentagone observe que des alliances et des partenariats ont bien servi les États-Unis en temps de paix et de guerre depuis 75 ans. Il rappelle également que nos alliés et partenaires sont venus à notre aide après les attentats du 11 septembre. Et j'ai été le directeur pour les affaires de l'OTAN au Pentagone au moment de l'attaque. Et je peux vérifier, c'est tout à fait vrai. C'était à l'initiative des Européens que l'OTAN a déclaré pour la première fois dans son histoire l'invocation de cet article 5. D'ailleurs, dans un contexte moins formel, je veux citer juste peut-être deux phrases pour vous donner une meilleure idée du temps de ce document officiel. Lorsqu'il dit « Une Europe forte et libre, liée par des principes partagés de démocratie, de souveraineté nationale et d'engagement envers l'article 5 du traité de l'Atlantique du Nord est essentielle pour notre sécurité ». Une formule que le président lui-même était incapable de prononcer pour les 6 premiers mois de son mandat. D'ailleurs, dans un contexte moins formel, le secrétaire de la Défense Mattis a exprimé ainsi son point de vue. Il a dit « Nous devons être prêts à faire plus que d'écouter nos alliés. Nous devons être disposés à être persuadés par eux. Toutes les bonnes idées, a-t-il dit, ne viennent pas de la nation que de la nation avec le plus grand nombre de porte-avions. » Très sage, je suis d'accord. Sur le terrain, en fait, l'administration Trump a mis en œuvre les plans décidés par l'administration d'Obama pour renforcer la position militaire américaine en Europe. Il y a plusieurs exemples, mais je ne citerai que l'envoi, le déploiement d'une 3e brigade blindée et une brigade d'aviation de combat, plus des stocks prépositionnels en réponse à l'intervention de la Russie, l'invasion, à vrai dire, de la Russie en Ukraine et ses activités parfois menaçantes dans l'Europe du Nord. Dans la revue de la posture nucléaire, on a cité vraiment, on peut y revenir, que le Pentagone vient de publier, l'approche prônée vis-à-vis de la politique nucléaire de l'Alliance ressemble beaucoup en fait à celle de l'administration précédente. Mais il y a une autre dimension à la relation de défense transatlantique et il s'agit de l'ensemble des arrangements bilatéraux qui sont pertinents pour l'OTAN, mais qui ne relèvent pas de la compétence de l'OTAN.
Et je ne citerai ici que la relation bilatérale avec la France, parce qu'elle figure parmi les meilleurs exemples de la complémentarité des canaux bilatéraux et ceux de l'OTAN. Le retour de la France dans les structures militaires de l'Alliance en 2009, après une absence de 43 ans, s'est également révélé très bénéfique pour la relation entre Paris et Washington. L'arrivée des officiers français hautement qualifiés dans des postes importants de l'OTAN, y compris en tant que commandant suprême pour la transformation de l'OTAN, dont le siège se trouve à Norfolk, en Virginie, à quelques heures de Washington, c'est important. Ça fournit de nouvelles opportunités de collaboration avec les responsables militaires américains, y compris en dehors des canaux officiels de l'OTAN. Et aujourd'hui, la plupart des opérations françaises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et même certains exercices au Pacifique, impliquent directement ou indirectement une coordination avec ou un soutien de la part des militaires américains. Et peu après son entrée en fonction, le secrétaire Mattis a réaffirmé la déclaration d'intention conjointe signée par son prédécesseur et le ministre à l'époque, le ministre de Défense, M. Le Drian, en novembre 2017, qui intensifie encore plus la coopération américano-française dans plusieurs domaines très importants, y compris des domaines plutôt sensibles. Et je peux revenir à ce sujet pendant le débat suivant, si vous voulez. En somme, sans vous donner de fausses réassurances, je crois que la tendance dominante des stratèges et des militaires, c'est pour recommander et mettre en œuvre des politiques de coopération étroite avec leurs alliés et partenaires. Oui, il y aura toujours des exceptions à la règle et des points contentieux, tels que les budgets de la défense de certains alliés et la compétition dans l'industrie de l'armement. Plus tard, peut-être, entre parenthèses, je ferai une petite réponse sur le F-35, parce que c'est un exemple important et intéressant, mais plus tard. Cela dit, les zones de tension actuelles et potentielles sont nombreuses. En ce qui concerne la Russie, il existe plusieurs domaines problématiques et notre relation déjà difficile pourrait se dégrader. La décision américaine fin décembre d'approuver la toute première vente d'armes défensives létales à l'Ukraine, y compris les armes anti-chars, a manifestement irrité les dirigeants russes. En Europe du Nord, une erreur de calcul de la part de la Russie pourrait transformer un événement hybride ou une action militaire provocatrice que Moscou entendait poursuivre de nature limitée en une confrontation plus sérieuse. Oui, Moscou a déjà dénoncé la revue nucléaire du Pentagone, qui ressemble beaucoup vraiment à l'administration d'Obama, sauf que celui-ci a annoncé, c'est-à-dire la nouvelle revue, a annoncé son intention de modifier un petit nombre d'ogives de missiles balistiques lancés par les sous-marins afin d'offrir une option à, disons, à puissance nucléaire plus faible, et en long terme, au moins d'étudier le développement d'un nouveau missile de croisière portant une arme nucléaire et lancé depuis des sous-marins. Je peux revenir si vous voulez. En plus, la revue nucléaire semble également relier toutes les futures négociations sur le contrôle d'armement à la fin de la violation par la Russie du traité existant de 1987 sur les forces nucléaires intermédiaires, une violation que le président Poutine a personnellement niée. Et Moscou va certainement dénoncer aussi la revue du Pentagone sur les systèmes de défense antimissiles qui devrait sortir bientôt, dans les semaines qui viennent, je crois. La Syrie est un autre point chaud, malgré des efforts pour éviter des incidents entre des opérations militaires russes et américaines.
Il ne faut pas être dupe, hein. Nos pays sont diamétralement opposés. En Syrie, d'autant plus que la Russie semble être un allié de facto de l'Iran pour soutenir le régime Assad. Parlant de l'Iran, il a catégoriquement rejeté toute renégociation de l'accord nucléaire de 2015, ce que M. Trump, c'est vrai, a exigé haut et fort et à plusieurs reprises. Le Premier ministre May, la chancelière Merkel et le président Macron ont publié une déclaration conjointe il y a quelques mois, selon laquelle ils resteraient engagés dans l'accord de 2015. Je ne suis plus au gouvernement. Je crois que dans ce cas-là, les leaders européens ont tout à fait raison. Donc, si M. Trump impose ses sanctions unilatérales à l'Iran, et sa décision est attendue en mai, Téhéran pourra dénoncer l'accord et à ce moment, on s'attendra sans doute à des récriminations très amères des deux côtés de l'Atlantique. Un dernier exemple concerne la Corée du Nord, une situation très tendue qui pourrait exploser littéralement de plusieurs manières et avec peu d'avertissement. Un conflit majeur entraînerait des pertes catastrophiques des deux côtés de la zone démilitarisée, y compris pour des centaines de ressortissants étrangers vivant dans le sud. D'autres conséquences seraient dramatiques, en particulier si le conflit s'intensifie vers l'utilisation d'armes nucléaires et affecterait largement les intérêts européens en matière de sécurité. Pourquoi? De telles conséquences pourraient comprendre un transfert significatif des capacités militaires américaines de l'Europe pour répondre aux besoins de guerre et de stabilisation plus urgents en Asie du Nord-Est. Ça peut impliquer aussi une grave montée de tension entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Et troisièmement, la réévaluation des liens de défense bilatéraux entre les États-Unis et la Corée du Sud et le Japon. Surtout si ces pays ont raison de blâmer les États-Unis, au moins en partie, pour avoir précipité la guerre. Certes, les pires scénarios ne sont pas prédéterminés, mais je ne peux pas, en bonne conscience, terminer mon intervention sans mentionner ce que nous, Américains, nous appelons l'éléphant dans la salle. À mon avis, l'occupant actuel de la Maison-Blanche est susceptible de rester imprévisible, peu intéressé par le soft power, que moi j'estime peut-être notre puissance le plus important, y compris la diplomatie patiente, et je crains qu'il gardera une forte tendance à privilégier une approche transactionnelle au lieu d'accepter les contraintes des alliances multilatérales. Merci Léo Michel. Je rappelle que vous êtes américain, vous êtes non-resident senior fellow à l'Atlantic Council, chargé des questions de sécurité internationale. Il faut rappeler aussi que vous avez été membre du gouvernement d'Obama. Effectivement, on voit que les relations avec la Russie sont délicates puisqu'on a appris cette semaine que un satellite russe espionnait les satellites, enfin un satellite européen. Tout de suite, donc un document toujours exclusif, on pose la question à notre troisième invité du jour sur le thème de l'Europe peut-elle nous protéger? Une question posée en février dernier à Enghien-les-Bains lors des entretiens européens. Et cette fois-ci, c'est Alain Richard, sénateur du Val d'Oise, ancien ministre de la Défense, qui nous donne son opinion. J'ai envie en effet de répondre un peu aux 2-3 questions très pertinentes qui avaient été posées dans l'invitation à la table ronde. Comme ça. Au fond, est-ce que l'Europe protège et est-ce qu'elle s'y prend bien? Et de le faire un peu stimulé, disons, par l'injection de tonique que nous a fourni Michel-André Moratinos tout à l'heure, que ça faisait plaisir à entendre. Alors au fond, il y a toujours un bruit de fond de grand scepticisme. D'autant plus que les gens sont bien informés du sujet quand on parle de l'Europe de la défense. Et quand on demande est-ce que l'Europe protège, la question est un peu différente. Et d'abord,
quand on parle de l'Europe, pardonnez-moi, mais je rappelle qu'il s'agit d'une entente entre des nations souveraines qui ont mis en commun une partie de leur pouvoir souverain, mais la partie qui est juste écrite dans les traités, pas tout le reste, et que donc les questions et de sécurité intérieure et de défense extérieure ne font pas partie des sujets de transfert de souveraineté. Chaque nation européenne est souveraine, et que nous faisons ça, nous essayons de développer une action de protection, de sécurité, en respectant nos choix démocratiques internes. Et le fait que les décisions soient à prendre par 27 démocraties, avec leur rythme, avec leur pression interne, avec leurs débats, etc., leurs divisions, et avec leurs valeurs aussi, c'est-à-dire que nous ne sommes pas spontanément, disons, orientés vers l'emploi de la force. Et donc je regarde la réponse à la question en rappelant que la sécurité c'est multidimensionnel, comme d'ailleurs Philippe le disait au début de la discussion. L'Europe, il n'y a pas de doute qu'elle est un vrai fournisseur mondial de sécurité dans les domaines sanitaires et environnementaux, qui comptent un tout petit peu quand même pour l'avenir du globe. C'est-à-dire que s'il y a un accord de Paris, s'il y a toute une série de coopération mondiale qui donne des résultats en matière de prévention de risques et sanitaires et environnementaux et climatiques en particulier, l'Europe a été effectivement l'artisan de tout ça. Donc ça, c'est qu'une dimension de la sécurité. Ensuite, il y a un deuxième sujet dans lequel les Européens sont intéressés, mais là, je rejoins tout à fait ce que disait Jean Guinel tout à l'heure, il y a des divisions sérieuses, c'est les technologies de sécurité. L'Europe est aussi un producteur de matériel de défense et de matériel de sécurité. Et d'ailleurs, là aussi, Philippe mentionnait tout à l'heure, tout ce qui est équipement et technologie de sécurité intérieure, dans laquelle l'Europe est une des deux puissances mondiales, avec, c'est vrai, une montée en puissance très importante de nos partenaires chinois. Mais, moi j'ai été frappé à plusieurs reprises de ce que, sans tonus, sans volonté politique commune suffisante pour mener des actions de terrain, enfin je veux dire des actions proprement militaires sur différents sujets, les Européens ont fait des choix pour garder au moins l'autonomie technologique. Je pense tout simplement au cas de Galileo, des systèmes de positionnement spatial mondial. Je peux vous dire, on était autour de la table, on voyait bien que l'idée simplement d'avoir quelque chose de distinct des États-Unis en termes d'indépendance, d'autonomie stratégique, n'était pas une motivation suffisante pour que, à l'époque on n'était pas encore 27, les 18 pays de l'Union européenne mettent beaucoup d'argent pour un système qui existait déjà gratuitement du fait de l'antériorité du GPS. Et la raison pour laquelle ils l'ont décidé, notamment sous impulsion allemande, c'est que tout le monde voyait que c'était un champ technologique d'une telle importance que de ne pas s'y impliquer, de ne pas y investir, était une absurdité économique. Alors, en revanche, et je diverge de la présentation un tout petit peu mélancolique de Jean Guinel, le sujet, c'est que cette aspiration à une capacité technologique de défense, elle est partagée entre 6 États européens. C'est que 6 sur 27, évidemment, ça ne fait pas tout à fait le compte. Et ça fait 15 ans, ça fait 25 ans que ça dure. Il y a une majorité d'États européens qui sont des acheteurs sur étagère. Et je peux vous dire, on est un peu démunis. Moi, ça m'est arrivé de me trouver en dialogue avec un collègue ministre de la Défense qui avait en gros 0 industrie de défense dans son pays et qui vous explique tranquillement, écoutez, nous on a toutes les chances. On n'est pas obligé de dépenser des montagnes d'argent public pour soutenir des entreprises de défense sans savoir si ça va marcher, et on a le choix sur étagère de tout ce qui se présente sur le marché, que ce soit américain ou que ce soit européen. Et donc d'arriver à convaincre des gens dans cette situation que d'acheter américain c'est trahir l'Europe, c'est une idée qui ne leur vient même pas à l'esprit. Si, en revanche, dans l'utilisation de ces matériels, notamment les matériels offensifs, des avions de combat, des drones, des choses comme ça, on leur dit, est-ce que vous acceptez d'être soumis à un contrôle des États-Unis dans l'utilisation de ces armes? On va dire simplement, ils le savent. Ils savent qu'il y a ses limites.
Mais je ne suis pas certain. Hein, on pense à la même chose. Je ne suis pas la même chose. Je ne suis pas certain que si on disait, bah, écoutez, si vous achetez un Rafale, là, vous êtes tranquille, personne ne contrôlera ce que vous en faites. Je n'ai pas dit ça. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'il le croit. Voyez-vous? Donc, il faut aussi rééquilibrer un peu les plateaux de la balance. Et donc, l'Europe est un acteur mondial. Là aussi, il y a des nouveaux. Hein. Nos amis brésiliens, ils apparaissent sur le marché à différentes séquences. Naturellement, nos amis israéliens aussi sont un vrai fournisseur. Et la Chine progresse. Mais nous sommes une composante importante, même si ce n'est qu'une partie des États, sur le marché des concepts et des outils de défense. Je pense que nous sommes aussi devenus une Europe qui protège assez convenablement en matière de sécurité intérieure. Et nous faisons face, à partir de notre souveraineté, puisque ce n'est pas partagé. Il y a un conseil des 27 ministres de la Défense, on n'y vote pas la majorité. Hein. On y décide à l'unanimité, des ministres de l'Intérieur, excusez-moi. Il y a de plus en plus de coopération efficace. Europol, enfin, je ne vous cite pas tous les mécanismes. On a progressé substantiellement en matière de coopération judiciaire, hein, quand il faut conduire des enquêtes approfondies sur des risques sécuritaires importants pour nos pays. Et donc, dans ce domaine-là, on est parvenu assez bien à surmonter les écarts d'options politiques et les rétentions de souveraineté. Et nous sommes devenus, je ne dirais pas qu'on a un système aussi intégré que les États-Unis entre les États, bien sûr, mais nous avons quand même une capacité et une construction de confiance aussi, parce que ça repose aussi là-dessus, hein, pour échanger du renseignement en matière de sécurité intérieure, pour coopérer face à des menaces comme la grande criminalité ou naturellement comme le terrorisme. Donc je crois que, à la question est-ce que l'Europe protège, il me semble que sur ces risques-là, il y a encore plein de progrès à faire, c'est évident, mais, lisez les journaux comme moi, y compris à l'intérieur d'un État. Parfois, les relations de transmission d'informations, de bonne coopération, de réaction dans les temps, etc., entre les unités intérieures qui sont engagées dans la sécurité, ça n'est pas toujours absolument au quart de tour. Hein. Ne parlons pas des pays fédéraux, par exemple. Et donc, il nous reste simplement le sujet, mais il n'est pas tout à fait négligeable, est-ce que l'Europe est devenue une puissance qui protège face aux crises armées internationales? Et là, on sait tous que la réponse est que très partiellement oui. C'est-à-dire que l'Europe a la capacité et la volonté de s'impliquer dans le traitement de crise, dans l'action militaire pour mettre fin à une situation de conflit, que de façon très partielle, et en plus, il y a une bonne partie des Européens qui pensent que ce n'est pas utile. Parce que l'Europe, à l'intérieur des sociétés européennes, la façon dont on a digéré les décennies, même un peu les siècles, de conflits provoqués par l'Europe, eh bien, le résultat de la digestion n'est pas le même partout. Et le pacifisme, pour parler cru, est une composante très substantielle de l'approche de politique intérieure de la majorité de nos opinions publiques. Combien de temps il nous reste ? Tout simplement. 8 minutes. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est quand même plus compliqué et plus contrariant quand on est entre démocraties. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses que vous avez du mal à faire contre la volonté majoritaire de votre population. Et c'est flagrant avec nos amis allemands. Et c'est encore plus flagrant, parlez-en, quelqu'un qui a d'expérience, avec nos copains sociodémocrates allemands, qui nous font de temps en temps des remontées pacifistes très carrées, très radicales. Bon, et malheureusement, on en trouve des traces dans le nouvel accord de coalition qui est en train d'être soumis à l'approbation des 460 000 adhérents du SPD, et qui n'en sortira peut-être pas forcément porté par les bravos. Donc ça, c'est une vraie contradiction de l'Union européenne, et c'est pour ça que c'est un travail lourd et, comment dire, une mobilisation un peu permanente, d'arriver à faire converger la volonté politique d'agir de nos partenaires européens
face à des situations de crise, avec exactement les obstacles que décrivait Jean Guinel tout à l'heure, c'est que comme la France, souvent avec nos amis britanniques, était en anticipation dans l'analyse et la prise en compte des crises, alors, dans le cas malien, c'est flagrant. On a analysé cette crise, la montée du risque, en 2012-2013, à peu près tout seul, alors que ça pouvait, d'un point de vue de sécurité générale, intéresser nos partenaires européens. En plus, comme c'est normal d'ailleurs, vous engagez pas la force armée tant que vous n'êtes pas obligé de le faire. On a engagé la force très tard par rapport à une menace immédiate sur une grande ville du Mali. Et évidemment, c'est après qu'on a prévenu les collègues européens en disant, en fait, est-ce que vous accepteriez d'être dans le coup? Donc, dans des situations comme celle-là, je crois qu'il faut s'installer dans l'idée que de toute façon, ce sera toujours une convergence de volonté partielle et chacun avec ses limites dans l'emploi de la force. C'est un casse-tête pour les militaires une fois qu'on est sur le terrain, parce que ce qu'on appelle les règles d'emploi de la force ne sont pas les mêmes entre les régiments ou les bataillons que vous allez déployer à tel ou tel endroit sur le terrain. Donc c'est vraiment une machinerie en partie défectueuse, c'est vrai. Mais si nous ne remontons pas à pourquoi on en est là, et au fond, est-ce que le rôle de l'Union européenne est d'abord d'être une force expéditionnaire de règlement de crise, les Français, en tout cas les dirigeants français, en sont convaincus à 99,9%. Alors ça, si vous faites un débat au Parlement sur ce genre de choses, il n'y a en gros personne qui soulève l'objection de Mélenchon et Le Pen. En revanche, dans l'opinion publique, c'est déjà un peu plus partagé, mais j'observe qu'à chaque fois que la France a décidé d'engager la force armée dans un conflit, dans une situation de crise, on avait toujours dans le sondage qui suivait une majorité favorable. Et il y a beaucoup d'Européens, avec quelques arguments quand même, qui disent, mais quand vous regardez la conclusion à la fin, 5 ans après ou 8 ans après, quand vous allez au résultat, il y a des fois vous avez amélioré la situation, vous avez contribué à régler une crise et à retrouver un équilibre et reconstruire un État qui était en crise, etc. Et des fois, vous n'y êtes pas arrivé. Bon. Et évidemment, côté intervention non européenne Irak, le bilan n'est pas formidable. Côté intervention européenne soutenue par les États-Unis, Libye, pareil, pas extraordinairement convaincant. Bon, moi, je ne critique pas. C'est un point sur lequel je suis un peu dérangé de l'expression d'Emmanuel Macron. C'est toujours un peu facile de dire après, oui, mais ils ont vraiment été nuls. On n'aurait pas dû faire comme ça. Quand il y avait 6 mois après la révolution tunisienne, que vous aviez une montée d'exigence de liberté dans la moitié ou une bonne moitié des pays arabes, et que, évidemment, en Libye, on s'attendait à ce que ce soit traité de façon extrêmement violente par le dictateur en place, de dire c'est pas notre problème, et on va... Non, faut arrêter. Bon, eh bien... On s'attristera après, aurait été aussi un choix politique assez contestable. Ce qui est vrai, c'est que quand vous déclenchez une opération comme celle-là, vous le faites avec des objectifs de court terme qui est d'arrêter une crise et que vous n'avez pas forcément conçu, et a fortiori explicité, faire la solution de long terme s'il y en a une. Parce que la solution de long terme qui est de construire un État en Libye, j'ai pas de mal à vous annoncer que c'est vraiment un objectif de long terme, parce qu'on part à peu près de zéro en termes de sous-développement politique et institutionnel. Donc, c'est ce qui fait que l'Europe restera certainement un partenaire secondaire, et c'est la raison pour laquelle il est fortement attaché à l'OTAN. J'avais oublié, j'avais programmé la pour ce qui est de l'emploi de la force directe. Bon, est-ce que ça veut dire c'est parti là, le titre de la table ronde est un tout petit peu inspiré par une expression à cause de l'expression d'Emmanuel Macron. Je veux l'Europe qui protège. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Il met une priorité. Donc on a juste rendre plus solidaire, plus compact la capacité d'action des Européens entre eux en matière militaire. Mais je n'ai pas beaucoup de doutes, il faut quand même se le dire, que la priorité qu'il doit suivre pour augmenter l'adhésion, le sentiment d'appartenance des Français à l'Union européenne, il est d'abord dans la protection face aux risques économiques et sociaux. Donc, nous verrons bien
je serais content s'il réussit naturellement, parce que c'est plutôt un engagement que je suis depuis longtemps et je sympathise avec son action. Nous verrons bien si nous parvenons à rendre l'Europe plus dynamique, plus volontariste. J'observe quand même que l'idée de l'autonomie européenne, elle a tenu la distance. Et il y a toutes les déclarations politiques approuvées par les chefs d'État et de gouvernement, donc ils regardent avant de signer quand même. L'idée d'une autonomie stratégique de l'Union européenne se renforce. Mais c'est vrai que nous ne serons pas forcément une puissance très dynamique en termes d'intervention militaire. J'ajouterais, mais bon, ça ne vous le répéterai pas, que plus ça sera les Français qui le demanderont, plus ça entraînera d'hésitation de la part des autres. Et d'ailleurs, cette salle devant laquelle je m'exprime, avec laquelle je débat avec plaisir tous les ans, en est généralement représentative. Nous gardons quand même un péché mignon, qui est celui de ce que j'appelle la construction de l'Europe. On va finir sur une petite musique entre Christophe et moi. Avec un État et une société, une nation qui dit ce que doit être l'Europe, les autres ayant une autre vocation qui est de nous écouter. Bon. Et donc, je crois qu'Emmanuel Macron a suffisamment de vision horizontale de l'international pour comprendre qu'il ne faut pas entrer dans ce travers-là. Enfin, tel que nous l'entendons, tel que notre sympathique presse résume ses interventions, on a tout de suite l'impression qu'il n'y a pas de souci, Macron est devenu un leader européen, et qui est-ce qui peut mettre ça en question? Pardon, mais enfin les autres peuvent avoir aussi leurs opinions, leurs questions de leadership politique, et donc je crois, permet de répéter ce message que j'emploie de temps en temps, qui est de dire, pour que les Français soient influents en Europe, il faut qu'ils soient un peu attentifs au désir d'influence. Merci beaucoup Alain Richard. Je rappelle que vous êtes le sénateur du Val d'Oise et ancien ministre de la Défense. Chers auditeurs, je vous dis à demain. Bonne journée à tous. Je vous rappelle l'offre spécifique de Misoka, la start-up que nous avons reçue tout à l'heure, qui vous offre moins 20% si vous achetez des brosses à dents, ces brosses à dents occasionnelles mais enrobées de minéraux qui sont utilisables sans dentifrice. Sur misoka.ch, vous avez moins 20% si vous achetez des brosses à dents, et ça toute la journée. Pour se quitter, je vous propose Étienne Dao, un de ses derniers titres. Et encore bonne journée. À demain, on sera avec le mouvement des entreprises du Val d'Oise. Bravo Quentin. J'aime bien comment il fait les liaisons, Quentin, c'est nickel.